Espèce de paumé, marmonna l'un des candidats alors que le second maître Rina Kovan passait devant la formation au centre d'entraînement des forces spéciales navales à Coronado. Il voyait une femme de petite stature dans un uniforme de travail de la marine de type 3 tout neuf, l'encre d'un tatouage à peine visible sous sa manche gauche, une série de coordonnées que personne ne prenait la peine de lire. Ce qu'il ne voyait pas, c'était le vide de 6 ans dans son dossier personnel, classé secret défense. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 2 opérations d'action directe en Afrique de l'Est portaient une désignation d'opérateur unique qui apparaissait encore dans les rapports après action aseptisée, RSS 06. Le visage du maître principal Dalton Torres se figea lorsqu'il croisa ses ordres avec la liste d'accès restreint. Mais à ce moment-là, les candidats avaient déjà commis leur erreur. Et dans son monde, les erreurs avaient des conséquences. À qui venait-il exactement de manquer de respect? Le brouillard matinal s'étendait, épais, sur le centre de guerre spéciale navale de Coronado, transformant le parcours d'obstacles en un paysage fantomatique d'acier et de cordes. L'air salin se mêlait au gaz d'échappement des véhicules au ralenti près de la place d'armes. Quelque part au-delà de la brume, les instructeurs aboyaient la cadence tandis que les bottes martelaient le béton humide en rythme. Le second maître Rina Kovan se tenait à l'écart de la foule en formation, âgé de 27 ans et bâti comme une coureuse de fond. Des muscles secs enveloppaient étroitement un cadre d'1,70 m que la plupart des gens prenaient à tort pour de la fragilité. Ses mains portaient le genre de callosité qui venait d'années à serrer des fusils et à grimper à la corde. Pas de séance de gym le week-end. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière dans un chignon réglementaire. Ses yeux ne se fixaient pas tout à fait sur ce qui était devant elle, mais quelque part au-delà, comme le regard des gens qui voient 2 endroits à la fois. Elle portait un uniforme de travail de la marine tout neuf, qui n'avait pas encore été ajusté, les manches pendant légèrement sur des poignets marqués par de vieilles cicatrices et une encre plus récente. Le tatouage sur son avant-bras gauche transparaissait à travers le tissu lorsqu'elle bougeait, une série de coordonnées qui ne signifiaient rien pour quiconque n'avait pas opéré dans la Corne de l'Afrique entre 2017 et 2019. Elle le toucha une fois, une habitude inconsciente, puis laissa tomber sa main le long de son corps. Les candidats se regroupaient, se jugeant les uns les autres avec l'énergie nerveuse des gens sur le point d'être testés. La plupart étaient des hommes au début de la vingtaine, fraîchement sortis des programmes de base et avides de faire leurs preuves. Quelques femmes étaient dispersées parmi eux, toutes portant cette sorte de détermination particulière qui vient du fait de savoir qu'elles seraient observées 2 fois plus attentivement. Le maître principal Dalton Torres se déplaçait à travers la formation comme un requin en eau peu profonde. Âgé de 40 ans, il était taillé dans le même cuir et le même acier que le parcours d'obstacles lui-même. Il dirigeait des candidats à travers des programmes tactiques avancés depuis 12 ans. Ses yeux s'arrêtèrent sur Rina une demi-seconde de plus que sur les autres. Quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage avant qu'il ne passe à autre chose. Si vous regardez cette vidéo de n'importe où dans le monde, indiquez votre localisation dans les commentaires. Et si cette histoire vous parle, cliquez sur le bouton s'abonner car nous ne faisons que commencer. Le candidat James Wilson se tenait 3 rangs devant, 24 ans, et bâti comme un linebacker universitaire qui aurait trouvé la foi dans la salle de musculation. Il avait déjà décidé qui comptait ici et qui ne comptait pas. Le nouveau sous-officier avec l'uniforme trop large et le regard lointain n'était même pas sur son radar. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle se tenait parfaitement immobile, d'une manière qui suggérait qu'elle pouvait rester ainsi pendant des heures, qui fit que quelques-uns des candidats plus âgés la regardèrent à 2 fois. Torres avait déjà vu cette immobilité. Chez des opérateurs qui avaient appris à conserver chaque gramme d'énergie parce qu'ils avaient été dans des endroits où bouger au mauvais moment signifiait mourir. Les coordonnées sur son bras indiquaient le camp Lemonnier à Djibouti, l'endroit où Rina Kovan avait mené des opérations qui n'existaient que dans des archives compartimentées auxquelles même la plupart des amiraux ne pouvaient accéder sans autorisation spéciale. Rina avait appris à tirer à 9 ans dans les forêts à l'extérieur de Tacoma, où son père, Dominique, lui avait appris que la survie était une compétence que l'on construisait une décision à la fois. Il avait été instructeur militaire croate avant d'immigrer aux États-Unis en 1996, le genre d'homme qui mesurait tout en mètres, en vitesse du vent et au poids des choix. Il ne parlait jamais directement du conflit des Balkans, mais il lui avait appris à lire le terrain comme une langue, à comprendre que chaque flanc de colline et chaque lisière d'arbres racontait une histoire si l'on savait écouter. Quand elle avait 12 ans, il l'emmena chasser par un temps si froid que ça doit s'engourdir autour du fusil. Il traquait un cerf depuis 6 heures quand elle eut enfin sa chance. 200 mètres, léger vent de travers, l'animal immobile dans la clairière. Elle se précipita, tira brusquement au lieu de presser la détente. Elle manqua complètement sa cible. Son père ne dit pas un mot, il commença juste à marcher vers le camion.
Elle le suivit en silence pendant 3 heures dans une neige qui devenait plus lourde à chaque pas. Au camion, il parla enfin. Une décision prise à la hâte dans le confort te tuera quand ça comptera vraiment. Soit tu sais que tu peux réussir le tir, soit tu ne le prends pas. Elle ne se précipita plus jamais. Le recruteur de la marine s'était présenté à son lycée à Tacoma quand elle avait 17 ans, l'année après la mort de son père, emportée par cette maladie pulmonaire qui semblait suivre les vétérans des Balkans. Elle s'engagea 6 mois après avoir obtenu son diplôme, non pas parce qu'elle voulait honorer sa mémoire par un grand geste, mais parce qu'elle avait compris ce qu'il avait essayé de lui enseigner, que l'on se construit pour devenir quelqu'un d'utile ou l'on devient un fardeau. Elle réussit le BUD en S à 22 ans, en 2019. L'une des premières femmes à terminer le programme. Les instructeurs avaient essayé de la briser pendant la semaine de l'enfer en utilisant les mêmes méthodes qui avaient fonctionné sur tous les autres. Privation de sommeil, froid, punition physique sans fin. Mais Rina avait appris quelque chose dans ces forêts avec son père que la plupart des gens ne comprenaient jamais. La douleur n'était qu'une information. On la reconnaissait, on la cataloguait et on continuait à avancer. La véritable éducation vint plus tard, dans des endroits qui n'apparaissaient pas sur son dossier de service standard. Djibouti d'abord, puis la Somalie, opérant au sein d'une unité spécialisée menant des missions d'action directe contre les réseaux logistiques d'Al-Shabaab. La cible était un coordinateur qui avait facilité la fabrication de composants d'IED ayant tué 2 techniciens démineurs des marines et un infirmier de la Navy. Une opération de capture standard menée par un élément de 4 personnes. Sauf que les renseignements étaient incomplets. Le complexe avait 2 fois plus de personnel de sécurité que prévu. Rina était désignée en surveillance, positionnée sur un toit à 300 mètres du bâtiment cible. Lorsque l'élément d'assaut fut cloué au sol par une résistance inattendue, elle fournit un tir de précision qui neutralisa 3 menaces en 40 secondes, permettant à l'équipe de terminer l'extraction avec 0 perte amicale. Le rapport après action qualifia cela d'excellente adresse au tir sous pression. Le chef d'équipe, le maître principal David Brooks, appela cela le tir le plus stable qu'il ait vu en 15 ans d'opération. 8 mois plus tard, Brooks mourut lorsque son véhicule heurta un IED à l'extérieur de Mogadiscio. Rina demanda son transfert au commandement de l'entraînement le lendemain de son service commémoratif. La marine, comprenant que les opérateurs avaient parfois besoin de s'éloigner du rythme opérationnel, l'accorda sans résistance après une évaluation psychologique obligatoire et une période de récupération de 60 jours. Elle lui avait fait une promesse avant qu'il ne ferme son cercueil. Elle transmettrait ce qu'il lui avait appris sur le fait de bien faire le travail, même quand personne ne regardait. Le candidat James Wilson venait de 3 générations d'hommes de la marine qui avaient tous atteint le grade de chef avant de prendre leur retraite, et il portait cet héritage comme une armure. À 1,88 m et 100 kg, il avait été l'élément le plus performant de sa classe de candidats pendant 12 semaines consécutives. Les autres candidats le regardaient. Les instructeurs le remarquaient. Il était exactement le genre de personne que la marine voulait, dirigeant des équipes, confiant, physiquement dominant et totalement convaincu de sa propre évaluation de toute situation. Il avait jugé Rina en environ 5 secondes ce premier matin. Petite stature, calme, pas de masse musculaire visible. Probablement ici à cause d'initiatives d'intégration qui concernaient plus l'image que la préparation opérationnelle. Il avait déjà vu ça. Des gens qui voulaient prouver quelque chose, qui échoueraient à la 3e semaine et blâmeraient ensuite le système au lieu de leurs propres limites. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que le maître principal Torres avait reçu un message 2 jours plus tôt par des canaux sécurisés du commandement administratif du groupe ANSW, lui demandant d'observer un sous-officier particulier qui rejoindrait le cours de tactique avancée. Pas pour lui donner un traitement de faveur, juste pour documenter sa performance en vue d'un potentiel dossier de sélection d'instructeurs. Torres avait demandé pourquoi. La réponse avait été soigneusement formulée. Certains dossiers du personnel contenaient des informations nécessitant un contexte avant que des décisions d'affectation appropriées puissent être prises. Le premier test eut lieu lors de l'entraînement au tir avancé. Les candidats passaient un parcours de tir sous stress. 75 mètres, multiples positions de tir, déplacement entre les barricades, engagement de cibles en acier dans des fenêtres de temps spécifiques. Pour réussir, il fallait toucher 12 des 15 cibles en moins de 90 secondes. Wilson passa en premier, marquant 13 touches en 82 secondes. Une performance solide qui démontrait de bons fondamentaux sous la pression du temps. Les autres suivirent avec des résultats variés, la plupart réussissant, quelques-uns luttant. Quand Rina s'avança vers la ligne,
Wilson fit un commentaire juste assez fort pour que les gens autour de lui entendent, disant que les tireurs plus petits avaient toujours du mal avec les transitions rapides de cible. Rina s'installa dans sa première position avec une économie naturelle qui suggérait des milliers de répétitions, gravées dans la mémoire musculaire. Elle engagea 15 cibles en 68 secondes. Chaque plaque d'acier résonna nettement. Aucun mouvement inutile, aucune hésitation entre les positions, juste une exécution fluide et efficace qui semblait sans effort, même si elle exigeait une coordination parfaite de la respiration, du contrôle de la détente et des transitions de position. Le stand de tir devint silencieux. Le maître principal, Torres, marqua sa feuille de score et passa au tireur suivant sans commentaire. Mais quelque chose avait changé dans son évaluation de la situation. La confiance de Wilson ne se fissura pas. N'importe qui pouvait bien performer sur un stand de tir contrôlé. Le vrai test, c'était quand les choses devenaient compliquées, quand il fallait penser, bouger et communiquer sous pression. C'est là que les imposteurs se révélaient. Au cours de la semaine suivante, il se fit une mission d'exposer cette faiblesse. Il s'associa avec 2 autres candidats, Marcus Webb et Tyler Grant. Tous 2 assez compétents pour être compétitifs, mais assez peu sur 2 pour avoir besoin de quelqu'un comme Wilson pour les valider. Ils commencèrent petits, prenant le matériel d'entraînement que Rina organisait avant les exercices, la forçant à perdre du temps à chercher, s'assurant qu'elle soit toujours la dernière dans la file pour les problèmes d'équipement, exécutant toujours des scénarios avec du matériel que d'autres avaient déjà trié. Le maître principal, Torres, le vit. Dans des circonstances normales, il aurait écrasé ce comportement immédiatement avec une action corrective qui aurait rendu leur expérience d'entraînement beaucoup plus inconfortable. Mais ses ordres avaient été spécifiques, observés et documentés. Parfois, on en apprenait plus sur le personnel en regardant comment il gérait une conduite non professionnelle qu'en l'empêchant. Il regarda Rina absorber chaque action mesquine sans réaction, ne déposant jamais de plainte, ne demandant jamais d'intervention. Elle continuait juste à se présenter, continuait à performer, continuait à avancer avec la même intensité silencieuse. Wilson interpréta son silence comme une validation de son jugement. Il poussa plus fort. Lors d'un exercice de navigation terrestre de nuit, il lui donna délibérément des coordonnées de grille incorrectes pendant le briefing de l'équipe, imaginant qu'elle se perdrait et appellerait pour être récupérée ou finirait hors du temps imparti, la faisant passer pour incompétente. Rina termina le parcours avec le 2e temps le plus rapide, naviguant par association de terrain et comptage de pas. Quand elle réalisa que les coordonnées ne correspondaient pas aux emplacements réels des points de contrôle, c'est là que la confiance de Wilson commença à se fissurer. C'est là qu'il commença à se demander ce qu'il avait manqué. Rina était assise seule dans ses quartiers temporaires cette nuit-là, bien après que les autres se furent effondrés de sommeil. Son corps lui faisait mal de cette manière familière qui venait du fait de pousser à travers l'épuisement, mais c'était le genre de douleur gérable, le type que l'on pouvait compartimenter et ignorer. Elle avait ressenti pire, bien pire. Elle sortit une photographie qu'elle gardait dans son portefeuille. Le maître principal David Brooks, capturé lors d'un rare moment de temps libre au camp Lemonnier, souriant à la caméra avec cette sorte de confiance facile qui venait du fait d'être authentiquement compétent dans un travail difficile. Il avait 36 ans quand il est mort. Expérimenté pour un opérateur, mais il avait refusé les postes administratifs, refusé d'arrêter de faire le travail qui comptait. Il lui avait dit une fois, lors d'une longue nuit de surveillance dans une planque à l'extérieur de Mogadiscio, que la partie la plus difficile du travail n'était pas le danger ou le rythme opérationnel. C'était de revenir et d'essayer de maintenir les standards quand des gens qui n'avaient jamais été sur le terrain prenaient des décisions basées sur la politique au lieu de la capacité. Des gens qui pensaient comprendre parce qu'ils avaient terminé des cours d'entraînement, mais qui n'avaient jamais ressenti le poids spécifique d'assurer la sécurité pendant que des coéquipiers traversaient un territoire hostile où les erreurs signifiaient des sacs mortuaires au lieu de paperasse. Elle lui avait demandé comment il gérait ça. Il avait dit « Tu trouves un moyen de transmettre ce que tu as appris, pour que la prochaine génération fasse moins d'erreurs, pour que moins de gens meurent à cause d'une préparation inadéquate ou d'un ego qui entrave le bon jugement. » Le souvenir de cette conversation faisait plus mal que tout ce que Wilson lui avait fait cette semaine. Parce que Brooks était parti et qu'elle avait passé 2 ans dans des postes d'entraînement qui la tenaient éloignée de tout ce qui exigeait un véritable investissement de leadership. Venir ici était censé être l'accomplissement de cette promesse d'enseigner, de s'assurer que les gens qui venaient après elle étaient préparés à la réalité de ce que les affectations opérationnelles exigeaient. Au lieu de cela, elle était piégée dans un environnement professionnel avec un candidat qui pensait que la capacité se mesurait à la taille physique et au volume de confiance. Cela aurait été frustrant si ce n'était pas si prévisible.
Elle pourrait entrer dans le bureau de Torres maintenant, expliquer son passé et mettre fin à toute cette situation avec une intervention de commandement appropriée. Mais ce n'était pas le but. Le but était de démontrer que l'on pouvait absorber une conduite non professionnelle et quand même surpasser tout le monde autour de soi. Parce qu'au moment où vous aviez besoin d'un accommodement spécial, au moment où vous exigiez la protection du commandement pour valider votre présence, vous donniez la crédibilité qui venait du fait d'être indéniablement, objectivement meilleur. Son père lui avait appris cela. Brox l'avait renforcé. Et demain, quand Wilson escaladerait inévitablement parce que son ego ne pourrait pas traiter le fait d'être surpassé, elle le démontrerait encore. Elle toucha les coordonnées tatouées sur son bras. Djibouti, l'endroit où elle avait appris qu'être sous-estimée était parfois l'avantage le plus utile que l'on pouvait avoir. Le point de rupture arriva lors de l'évaluation avancée de combat rapproché, un scénario conçu pour tester la prise de décision sous pression dans une maison de tir configurée pour simuler le nettoyage d'un bâtiment hostile. Des équipes de 4 devaient naviguer dans plusieurs pièces contenant des acteurs équipés de 6 munitions, jouant à la fois le rôle de forces hostiles et de non-combattants. Il fallait bouger efficacement, communiquer clairement et prendre des décisions en une fraction de seconde qui, dans le monde réel, faisaient la différence entre le succès de la mission et des incidents catastrophiques de tirs amis. Le maître principal, Torres, annonça les affectations d'équipe avec une sélection délibérée que tout le monde comprit ne pas être aléatoire. Wilson servirait de chef d'élément. Webb et Grant fonctionneraient comme position d'assaut. Et Rina remplirait le 4e créneau en tant que sécurité arrière et soutien. Le visage de Wilson montra exactement ce qu'il pensait de cette affectation. Il approcha Torres en privé, arguant que le fait d'avoir une variable de performance inconnue compromettrait l'efficacité de l'équipe. Torres écouta avec la patience de quelqu'un qui avait entendu toutes les excuses inventées par les candidats essayant d'éviter l'inconfort. Puis il dit à Wilson que s'il ne pouvait pas intégrer un personnel diversifié dans des opérations tactiques, il n'avait rien à faire à diriger qui que ce soit, à quel titre que ce soit. Le scénario commença de manière simple. 2 pièces, des angles clairs, des indicateurs de menaces évidents. Wilson traversa avec une vitesse agressive, annonçant les cibles et engageant avec le genre de confiance qui semblait impressionnante à l'entraînement, mais qui créerait des problèmes en combat réel. Rina suivait, couvrant les angles qu'il manquait, maintenant un espacement approprié, compensant sa vision tunnel sans correction verbale. La pièce 3 introduisit de la complexité, une situation d'otage avec plusieurs ennemis, et un compte à rebours qui s'activait lorsqu'il franchissait le seuil. Wilson hésita, traitant les variables. Rina bougeait déjà, s'écoulant autour de lui pour établir une position de soutien qui lui donnait des lignes de vue claires sur la menaçant bloquer sa ligne d'engagement. Elle annonça la configuration en 3 mots, otage gauche, menace droite. Wilson engagea, coup au but. À la pièce 5, le scénario avait évolué en quelque chose de véritablement difficile. Plusieurs niveaux, indicateurs de menaces mixtes, éclairage réduit et un marquage d'engins explosifs non explosés simulés qui nécessitaient un contournement tactique. La confiance de Wilson s'effritait. Il s'était entraîné pour cela, mais les scénarios d'entraînement suivaient des modèles prévisibles et celui-ci brisait ces modèles d'une manière qui suggérait une conception délibérée pour exposer les faiblesses tactiques. Webb identifia mal un acteur dans une embrasure de porte, engageant presque un non-combattant. Grant perdit la trace de son secteur lors d'une transition, créant un dangereux vide de couverture. Wilson demanda un mouvement qui aurait exposé l'équipe à un tir en enfilade depuis une position élevée. À chaque fois, Rina était là, non pas pour passer outre le leadership de Wilson, non pas pour saper son autorité, mais bougeant de manière à couvrir leurs erreurs, nettoyant les angles qu'ils oubliaient, identifiant les menaces qu'il manquait, opérant avec une efficacité fluide qui rendait les actions complexes simples, même si elle naviguait simultanément dans le scénario et compensait pour 3 personnes qui maintenaient à peine le standard. La dernière pièce était conçue pour provoquer l'échec. 6 acteurs, 3 marqués comme non-combattants, des champs de tir se chevauchant, de mauvais angles partout, et une contrainte de temps qui exigeait une exécution presque parfaite. Wilson entra trop agressivement, développa une fixation sur une menace évidente et perdit la conscience situationnelle de la position de Webb. Grant était concentré sur son secteur assigné et n'enregistra pas l'acteur non combattant qui avait émergé d'une cachette. Le scénario était à quelques secondes d'un échec catastrophique. Rina bougea. Elle nettoya son secteur assigné, identifia 2 menaces que Wilson avait manquées, engagea les 2 avec des paires contrôlées qui les neutralisèrent immédiatement, signala la position du non-combattant avant que Grant ne puisse l'y tirer dessus, puis se déplaça dans l'angle mort de Wilson pour couvrir le 6e acteur dont il avait complètement perdu la trace.
Toute la séquence prit 6 secondes. Quand la simulation se termina, chaque hostile était neutralisé. Chaque non-combattant était en sécurité. Et Wilson se tenait au milieu de la pièce, essayant de comprendre comment son équipe avait réussi alors qu'il venait de regarder son propre leadership s'effondrer complètement. Le maître principal, Torres, avait observé toute l'évolution depuis la salle de contrôle. Il avait vu plein de tireurs compétents dans sa carrière. Il avait vu plein de gens capables d'exécuter des compétences individuelles dans des conditions contrôlées. Ce dont il venait d'être témoin était différent. Rina n'avait pas juste bien performé. Elle avait opéré avec le genre de conscience situationnelle et de jugement tactique qui venait du fait de faire cela dans des environnements opérationnels où les erreurs tuaient des gens au lieu de simplement faire échouer des scénarios d'entraînement. Il passa un appel sécurisé au commandement administratif du groupe, un NSW. La conversation fut brève. Torres posa une question. Qu'y a-t-il exactement dans son dossier restreint? La réponse lui fit comprendre pourquoi il avait reçu sa mission d'observation originale. Quand il descendit vers la salle de débriefing où l'équipe attendait, il savait exactement ce qui allait se passer. Et il savait que l'éducation professionnelle de Wilson était sur le point de devenir très inconfortable. La salle de débriefing était petite et délibérément austère. 4 chaises autour d'une table en métal et un écran pour revoir les images d'entraînement enregistrées. Wilson était assis avec un langage corporel défensif déjà en place. Webb et Grant le flanquaient, aucun ne croisant le regard de Rina, qui était assise à l'écart du groupe avec le même calme silencieux qu'elle portait toujours. Torres lança la lecture vidéo sans préambule. Ils regardèrent toute l'évolution en silence, chaque erreur soulignée avec une clarté brutale par de multiples angles de caméra. La vision tunnel de Wilson, la mauvaise identification de cible de Webb, l'abandon de secteur de Grant. Et courant à travers tout cela comme un fil de compétences qui empêchait l'échec complet. Le mouvement de Rina, ses appels, ses engagements. Quand la vidéo se termina, Wilson commença à dire quelque chose sur les défis d'intégration d'équipe et les problèmes de coordination. Torres le coupa d'un geste qui indiquait clairement qu'il avait fini d'écouter les excuses. Le premier maître posa un dossier sur la table. Pas un dossier d'entraînement standard, un dossier du personnel, spécifiquement la partie résumée non classifiée de l'un d'eux. Il leur dit qu'ils étaient sur le point d'apprendre quelque chose d'important sur le fait de faire des suppositions, sur le fait de décider qui avait sa place et qui ne l'avait pas en se basant sur l'apparence au lieu de la capacité démontrée, sur la différence entre la confiance et la compétence réelle. Il ouvrit le dossier. Second maître Rina Kovan, opérateur de guerre spéciale, diplômé de la classe B de OS 347. Multiples déploiements opérationnels en Afrique de l'Est de 2017 à 2019 au sein d'une unité spécialisée menant des missions d'action directe. Tireur d'élite désigné avec engagement de combat documenté. Statut actuel, en cours d'évaluation pour la qualification d'instructeur avancé. Le visage de Wilson devint pâle. Webb avait l'air d'être sur le point de vomir. Grant fixait juste le dossier, traitant le fait qu'ils avaient passé 2 semaines à essayer de saper quelqu'un qui avait opéré dans de véritables environnements de combat où des hostiles armés avaient essayé et échoué à la briser. Torres continua. Il expliqua que Rina avait été envoyée à ce cours non pas comme étudiante, mais comme instructrice potentielle évaluée sur sa capacité à maintenir des standards professionnels tout en gérant exactement le genre de conduite non professionnelle qu'ils avaient démontré. Il expliqua que sa performance dans la maison de tir n'était pas de la chance ou un bon entraînement. C'était de l'expérience opérationnelle appliquée dans un contexte d'entraînement. Il expliqua que les coordonnées tatouées sur son bras marquaient le camp Lemonnier à Djibouti, où elle avait mené de multiples opérations d'action directe en tant que membre d'une unité SEAL. Le silence dans la pièce était absolu. Torres le laissa s'étirer. Les laissa s'asseoir avec le poids de leur propre ignorance avant de s'adresser directement à Wilson. Il lui dit que le leadership n'était pas une question de domination physique ou de confiance vocale. C'était une question de reconnaître la capacité chez les autres et de l'utiliser efficacement. Wilson avait complètement échoué à cette évaluation. Et pire, il avait créé un environnement d'équipe toxique dirigé contre quelqu'un qui aurait pu leur apprendre plus en 2 semaines qu'il n'en apprendrait en 6 mois d'instruction standard. Rina resta assise durant toute la révélation sans expression. Elle savait que ce moment viendrait finalement. Une partie d'elle avait espéré que ce ne serait pas nécessaire, que Wilson reconnaîtrait son erreur par l'observation au lieu d'une correction formelle, mais l'ego était puissant, et certaines leçons ne pouvaient être apprises qu'à travers des expériences inconfortables. Torres renvoya Webb et Grant, leur disant de réfléchir soigneusement au genre de coéquipier qu'ils voulaient être. Après leur départ, il posa une seule question à Wilson. « Qu'est-ce qui se passe maintenant »
Wilson regarda Rina pour la première fois depuis le début du débriefing. Il la regarda vraiment, la voyant non pas comme une case de diversité à cocher ou un maillon faible, mais comme quelqu'un qui avait fait le travail au niveau opérationnel et y avait survécu. Il lui dit qu'il avait eu tort. Pas sur la défensive, pas en cherchant des excuses, juste une simple reconnaissance qu'il avait échoué à voir ce qui était devant lui. Rina hocha la tête une fois. Elle lui dit qu'avoir tort n'était pas le problème. Tout le monde avait tort parfois. Le problème était de laisser l'ego vous empêcher d'apprendre. S'il pouvait corriger ça, il pourrait peut-être devenir le leader qu'il pensait déjà être. Dehors, le soleil brûlait à travers le brouillard matinal. Le parcours d'obstacles attendait, acier et cordes, et tous les tests qui viendraient après celui-ci. La documentation officielle arriva 5 jours plus tard. Wilson reçut un avertissement concernant sa conduite professionnelle et fut retiré de la considération pour le leadership des candidats en attendant une amélioration démontrée de son jugement et de son intégration d'équipe. Webb et Grant reçurent une documentation similaire. Tous les trois eurent l'option de continuer dans le programme ou de demander un transfert. Ils choisirent tous de rester. Le statut administratif de Rina passa de participante au cours à assistante instructrice provisoire, une désignation qui lui permettait de soutenir l'instruction, tout en terminant son propre cursus de qualification d'instructeur. Le maître principal Torres expliqua que le groupe ANSW avait un besoin spécifique pour ses compétences, développer un programme pour enseigner la prise de décision tactique avancée aux forces conventionnelles, traduisant les leçons des opérations spéciales en instruction pratique pour le personnel qui avait besoin de ses capacités, mais qui ne suivrait jamais les programmes complets de guerre spéciale. Le fantôme du maître principal Brox semblait un peu plus léger après ça. Elle portait toujours la photographie, pensait toujours à Mogadiscio et Djibouti et à toutes les opérations qui vivaient dans des dossiers compartimentés dont elle ne pourrait jamais discuter ouvertement. Mais maintenant, il y avait un chemin clair vers l'avant qui honorait ce qu'il avait essayé de lui enseigner sur le service s'étendant au-delà de l'accomplissement personnel. 3 semaines plus tard, lors d'un exercice de navigation terrestre, Wilson l'approcha avec une question sur l'association de terrain dans des conditions de visibilité dégradées. Pas un défi motivé par l'ego, une véritable demande de connaissance de la part de quelqu'un qui l'avait appliqué opérationnellement. Elle passa 15 minutes à décortiquer les techniques que son père lui avait apprises dans les forêts à l'extérieur de Tacoma. Les mêmes leçons qu'il avait gardées efficaces quand la technologie échouait et que les seuls outils fiables étaient l'observation et le jugement. D'autres candidats commencèrent à l'approcher avec des questions. Non pas pour saper les instructeurs principaux, mais pour chercher des perspectives spécifiques sur la réalité opérationnelle au-delà de l'environnement d'entraînement. Elle se retrouva à expliquer, soigneusement édité pour retirer les détails classifiés, ce que signifiait opérer dans des endroits où les règles étaient différentes et où les erreurs avaient des conséquences permanentes au lieu de simples paperasses. Le maître principal Torres observait cette évolution avec une satisfaction professionnelle. Il avait eu raison de suivre sa mission de laisser la situation se développer naturellement. Certaines leçons ne pouvaient pas être enseignées par des conférences. Elles devaient être vécues. Par un matin clair, 4 mois après son arrivée, Rina se tenait sur la place d'armes, regardant une nouvelle classe de candidats commencer leur premier jour d'entraînement. Le brouillard s'était dissipé tôt. Quelque part derrière elle, les instructeurs commençaient déjà à évaluer le nouveau groupe, les testant pour identifier qui réussirait et qui abandonnerait. Elle toucha les coordonnées sur son bras une dernière fois, puis laissa tomber sa main. Djibouti était à 13 000 kilomètres, mais les leçons de cet endroit vivaient ici maintenant, transmises à des gens qui les porteraient dans leurs propres affectations. Le maître principal Brox aurait approuvé. Le cycle continuait, et cette fois elle faisait partie de ceux qui s'assuraient qu'il fonctionnait correctement, avec un respect gagné par la compétence des leaders construit par l'humilité au lieu de l'ego. Le travail continuait. Si vous avez aimé cette histoire de persévérance et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. À bientôt.